Nous sommes de retour sur le plateau d'Espace Miné. Vous regardez bien sûr cette belle émission. Aujourd'hui, c'est jeudi spiritualité. Le thème de ce jour tourne autour du football. Nous sommes bien sûr dans l'actualité parce qu'en ce moment se déroule la Coupe du monde de football de la FIFA édition 2026. Dans cette émission, ce jour, on s'intéresse donc à ce sport. Au-delà du sport, une religion, un mystère. On s'interroge. On parle bien sûr du football et c'est le thème de ce matin. Il faut dire qu'ils sont nombreux qui réagissent encore par rapport à la dénonciation d'Alain Dou qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais nous allons certainement revenir avant la fin de cette émission. Football, au-delà du sport, une religion, un mystère, c'est l'interrogation qui barre bien sûr la une de cette émission ce jour. L'analyse est essentiellement centrée sur le football ce matin. Docteur Todd Abonné, on parle de ce sport aujourd'hui qui fait gagner beaucoup d'argent, ce sport qui fédère pas mal d'énergie, ce sport qui aujourd'hui cristallise les attentions, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur du pays. On s'intéresse au football, au-delà du sport, une religion et un mystère. On s'interroge et c'est avec vous qu'on va cette analyse. J'aurais même préféré une religion ou une mystique. Ou une mystique. Parce que le football n'est pas seulement un sport. Oui. C'est aussi une religion parce que ça, c'est une dope pour les consciences. Bon, ceux qui ne comprennent pas le mot dope, une drogue, pour parler un langage que tout le monde comprend. Une drogue. Et en même temps, une sorcellerie qui se joue derrière. Mais il faut d'abord parler des origines du football. Le football a deux origines. Son origine le plus naturelle est africain. C'est-à-dire, si vous vous souvenez de l'arbre qu'on appelle l'EVA, chez nous on appelle ça Ndama. Ndamba. Voilà. C'est la même chose. C'est de là que j'ai le nom d'Ndama. Donc nos aïeux savaient qu'on recueille cette sève-là. Oui. Quand elle sèche, on l'enroule. Oui. On en fait une boule. Quand on frappe au sol, ça saute. Elle saute même plus que le ballon. Oui. Donc le Ndama traditionnel saute même plus que la tisse. Et donc nos aïeux jouaient au Ndama. Tu vois que c'est déjà inscrit dans nos langues. C'est pas un mot étranger. Comme on dit milik, comme on dit table, window, wundi. Ça, ce sont des mots étrangers à nos langues endogènes. Mais quand on dit ndama, en français on dit ballon, en anglais on dit ball. Ça n'a rien à voir avec notre nom, on dit ndama. Ça veut dire que c'est intrinsèque à notre culture. Oui. Donc on connaissait déjà le ballon. Nos aïeux depuis l'Égypte pharaonique connaissaient le football. Maintenant, il y a un deuxième élément qui fait naître le football. Lequel? Pendant les périodes de guerre. Lorsqu'on égorgeait les têtes qu'on égorgeait, les ennemis qui ont gagné la guerre commençaient à jouer, à botter la tête. Peut-être soit c'était la tête du roi adverse qu'on a réussi à tuer. Pour le désacraliser, on l'égorge et on commence à jouer sa tête comme le ballon. Signe de victoire. En signe de victoire. Vous voyez donc que, au premier abord, ce qui sort de la nature, de l'arbre qu'on appelle l'EVA, qui produit le ndama, pour l'épanouissement, la distraction, est combiné maintenant à un deuxième élément, la guerre et l'humiliation. Vous allez voir les deux éléments intrinsèquement liés actuellement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le football. Pourquoi? Parce que nous avons deux camps adverses. D'abord, sur le plan psychologique, il y a une tension qui habite les deux camps, y compris les supporters. Oui. Il faut vaincre par tous les moyens. Même s'il faut blesser les autres, même s'il faut les casser, même s'il faut leur faire du mal, il faut les vaincre. Et parmi les supporters, même s'il faut qu'on en arrive au moment, vous voyez comment les matchs se terminent souvent, soit les poignarderies ou les coups de poing, les gens sont enseignants. Vous voyez? Donc c'est devenu une guerre. Vous voyez que la distraction a été combinée à la guerre. Et qui a joué ce jeu-là? Ce sont les francs-maçons. Les francs-maçons ont toujours cet art de combiner les deux opposés pour créer ce qu'on appelle un choc émotionnel. Et c'est ce choc émotionnel qui dégage les énergies dans un stade de football. Qui récupère ces énergies qui sont dégagées à travers les crises de colère, l'excès de joie et les cris qui sont poussés dans le stade. Il y a ceux qui captent ces énergies à leur profit. Sur le plan mystique, il y a ceux qui captent ces énergies. Et qui sont donc cachés derrière. C'est l'ordre maçonnique mondial qui a donc créé cette industrie pour le vol d'énergie et pour dévier l'attention des peuples vers des choses essentielles. Parce que si je pose la question à tous ceux qui nous écoutent,
à quoi sert le football? À gagner de l'argent pour les footballeurs, n'est-ce pas? Les téléspectateurs gagnent quoi? À part, enlevons ceux qui jouent au Paris Foot. Toi, tu regardes le match. À l'issue du match, tu as appris que tu as grandi en sagesse. Est-ce que même en expérience dans la vie, tu as grandi? Non. Le match n'a juste... Quand moi, je regarde un match, je sors de là, je n'ai rien appris. On vous dira que, les rencontres de football unissent les peuples. Non, ça unit les peuples. Et puis, quand ça fait une rencontre que les peuples s'unissent, qu'est-ce que ça produit plus tard? Ça empêche les guerres? Ça empêche les coups bas? Du moins, ça, c'est ce qu'on appelle le feu de paille. Parce que le vrai amour entre les peuples se bâtit ailleurs, pas sur un terrain de football. Encore que c'est un terrain d'affrontement, de bagarre. Ce n'est pas un terrain d'amour. Maintenant, quand je regarde un combat de boxe, oui, ou un championnat de natation, mais j'apprends à nager parce que si un jour je tombe, je suis dans la mer, je tombe, je vais savoir, c'est-à-dire en ayant appris à nager, je vais m'en sortir. Todd, vous apprenez à nager en regardant simplement la télé. Justement, quand je vois comment il tape les mains et les pieds, je m'en vais aussi dans un fleuve. Attends, je m'en vais dans un fleuve qui n'est pas très profond. Je commence à m'exercer au fur et à mesure. Oui, bien sûr, je vois comment il pique. Et c'est comme ça que j'ai appris à nager. Ah, ça? Oui, j'ai appris à nager ainsi. En regardant un match de karaté ou de boxe, je vois les jeux de jambes au sol, je m'exerce à la maison. Je vois comment on esquive comme ça, on donne comme ça, on esquive comme ça. Ça veut dire que je peux mettre... Bien sûr, ici. Parce que vous êtes devenu un grand nageur en regardant la télé. Bien sûr. Vous êtes devenu un grand combattant. Il faut aussi préciser que j'ai quand même fait les arts martiaux quand j'étais un peu... Quand j'avais 10 ans jusqu'à 15 ans. Mais vous savez, Todd, lorsque certains combats sont en retransmission, on demande souvent aux enfants de ne pas reproduire ce qu'ils voient. Non, pourquoi? Non, ils ne doivent pas reproduire ça sur les gens. Mais ils doivent s'entraîner. Quand on montre comment on esquive le coup de poing, tu vois comment on esquive, comment on fait les jeux de jambes au sol. Mais tu t'exerces à la maison, tu vas te rendre compte que tu vas devenir apte. Ce n'est pas seulement en regardant, tu regardes et tu reproduis. D'accord. Donc je dis à travers des sports utiles. C'est quoi les sports utiles pour moi? C'est la natation. Ce sont les arts martiaux. Le lancer des javelots. Le saut. Voilà les sports utiles. Les sports inutiles... Le lancer de javelot vous prépare à quoi? À la chasse? Si tu veux, justement, tu veux tuer le gibier ou à la guerre. Voilà. Maintenant, les sports inutiles, pour moi, c'est quoi? Le tennis, le football, le basketball, le tout ce qui est ball, volleyball. Pour moi, c'est de la pure distraction qui ne nous apporte rien du tout. Maintenant, ceux qui gagnent, non, ça a beaucoup d'argent. Pour qui? Pour les acteurs. Et ça fait gagner beaucoup d'argent. Bon, depuis qu'on a remporté les CAN ici au Cameroun, le niveau de vie a changé. L'Argentine s'est-elle développée grâce au football? C'est grâce à l'agriculture que l'Argentine s'est développée. L'Angleterre ne s'est pas développée grâce au football. Le Brésil... Ce footballeur qui aujourd'hui s'intéresse dans l'entrepreneuriat agricole. Le Brésil ne s'est pas développé grâce au football. D'accord. Grâce à l'agriculture. D'accord. Le football fait profiter les acteurs sur le terrain et ceux qui jouent au Paris Foot et les parieurs. Tu comprends? Nous autres là, quand j'ai fini de voir un match, je ne vois pas ce que ça m'apporte. Au contraire, j'aurais perdu 1h30. Alors que je pouvais m'occuper à faire quelque chose de mieux pour développer ma famille. Merci Todd. Bayon, Todd vient de faire un exposé sur le football. On reste bien sûr dans nos thématiques ce matin et on s'interroge parce que nous savons aujourd'hui que le football cristallise les attentions des uns et des autres. Essayez de regarder lorsque vous faites un tour, lorsqu'il y a un match de football, il y en a qui arrêtent carrément de faire tout ce qu'ils avaient à faire pour se concentrer sur le match. Il y en a qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller voir leur équipe jouer au stade. Aujourd'hui, on parle de ce football et on s'interroge. Au-delà du sport, est-ce que le football aujourd'hui peut être une religion ou alors est une religion, un mystère? Quelle est votre compréhension? Est-ce que vous regardez également le football simplement comme les autres le font ou alors vous avez une autre lecture? Je crois qu'aujourd'hui, il y a de fortes raisons de voir que, n'est-ce pas, le football atteint un certain nombre d'extrémités, n'est-ce pas, qui frisent à la religion. Parce qu'au début, c'est d'abord un loisir. On fait ça pour se retrouver entre copains. Contrairement à ce que Todd essayait de dire, le football a quelque chose de bien.
deux équipes qui se rencontrent, deux quartiers qui se rencontrent, des gens qui viennent autour de gens qui font le sport. Il y a quelque chose de bien, n'est-ce pas, une communauté qui se retrouve. En fait, l'être humain, dans notre humanité, a ce besoin de se retrouver. Et le football, je veux aussi contester quand il a dit que les origines du football étaient africaines. Tout n'est pas africain, monsieur Toth. Les Chinois déjà, on retrouve des activités semblables au football chez les Chinois depuis le IIIe siècle. Les Grecs ont eu comme ça, des Romains, les Chinois. On a trouvé ça un peu partout. Et bien entendu, chez nous autres en Afrique, de se retrouver dans une activité de sport. Mais pourquoi est-ce qu'on peut estimer que le football a quelque chose de plus en plus religieux? Parce que l'activité de sport, n'est-ce pas, retrouve un certain nombre de critères qu'on retrouve dans la religion. C'est-à-dire un temple, par exemple, pour une religion, il faut qu'il y ait un temple. Nous avons des temples de football. Nous retrouvons des rituels que certains font et ils imitent. Vous voyez, chacun imite sa star pour faire quelque chose. Est-ce que les stades sont considérés comme des temples? Oui, en effet, ce sont des temples, n'est-ce pas, où un certain nombre d'activités s'y retrouvent. Maintenant, il y a une passion débordante qui, ma foi, ici, appelle une certaine libération d'énergie, ça il faut le dire. Une énergie spirituelle qui sont capitalisées dans certains milieux occultes pour pouvoir... Vous pouvez voir que l'aboutissement d'un résultat de football peut découler sur de la haine, des conflits extrêmement forts. Vous pouvez voir des gens bagarrer, se haïr, Vous voyez comment ça se passe d'ailleurs dans notre pays aujourd'hui à cause du football, comment les gens sont en train de s'entre-déchirer. Ou bien parce que nous ne participons pas à la Coupe du Monde, ça serait un drame. On ne participe pas toujours partout. Mais pourtant, pour certains, c'est un drame. C'est quelque chose où on s'affronte et puis on se fait du mal les uns aux autres. Donc, le football a quelque chose de plus en plus. Les gens prennent le football comme une forme d'idole. Vous voyez quelqu'un, parce qu'il a perdu un match, il casse sa télé, il donne un coup de poing, il perd vraiment le contrôle sur lui-même. Donc il y a quelque chose de... Les gens se suicident, oui, il y en a. Et ce que je vous dis au jour d'aujourd'hui, le football a quelque chose d'idolâtre d'idolâtre de plus en plus aujourd'hui, parce que entre le moment où c'est un sport, c'est un loisir, et le passage à un amour, n'est-ce pas, exacerbé qui devient une forme d'idolâtrie. Parfois, on ne voit pas comment on découle là. Est-ce que nous, par exemple, en tant que pasteurs, on entre parfois en conflit au moment où nous avons une rencontre à l'église où nous devons prier et qu'il y a un match de football. Ces derniers temps, nous avons vu un pasteur interpeller et bien entendu dire comment c'était une idole si on choisissait d'aller voir son match plutôt que d'aller chercher la présence de Dieu. Donc moi, je pense que il y a quelque chose de religieux sur lequel nous devons de plus en plus faire attention, de peur de perdre le nord. N'est-ce pas, au jour d'aujourd'hui, le sport, n'est-ce pas, je veux encore dire, à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui, mais je crois que ça se fait, on savait d'accoutumer que quand Canon Sportif devait jouer un match, ils avaient un cimetière quelque part ici, à côté du cinéma Lumfundi. Les joueurs devaient aller dormir là-bas. Un peu comme si la victoire était tributaire d'un ensemble de pratiques et de rituels spirituels pour avoir un certain nombre de résultats. Beaucoup de joueurs sont dans des sectes, ils sont dans des religions particulières parce qu'ils estiment que, en fait, il faut un potentiel spirituel pour pouvoir arriver à un certain nombre de résultats. Donc c'est en cela que, n'est-ce pas, ça devient une idole, une religion.
Docteur Fongoué, nous parlons bien sûr de football ce matin. On s'intéresse bien sûr à ce sens qu'on peut donner au football aujourd'hui, un sens assez religieux, parce que lorsqu'on observe, les stades sont considérés comme étant des temples, les joueurs sont considérés comme étant des pasteurs, parce qu'il y en a, et les supporters sont considérés comme étant des fidèles, parce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des supporters qui adulent carrément certains joueurs, qui ne vivent que pour certains joueurs. Vous arrivez dans la maison d'un fan, vous retrouvez les images d'un joueur, les maillots, les drapeaux des équipes et tout. Aujourd'hui, on peut dire, sans risque de se tromper, que le football est de plus en plus une religion. Oui, le football, comme le révérend l'a dit, je ne m'aligne pas avec lui parce qu'il est pasteur, contrairement à ce que le docteur Todd a dit. Le football, quand on le regarde, les activités qui se passent, les lois qui suivent, ça ressemble à celles de la religion. Mais nous devons d'abord prendre en considération que le football est très important. L'être humain n'a pas seulement besoin peut-être de manger, de boire pour s'épanouir. Il faut la musique, Le loisir. le loisir. Contrairement à ce que le docteur Todd a dit, le football est important. Nager, courir, lancer les poids, tout ça est important. Et nous devons reconnaître que tout talent est d'abord donné par Dieu. Quand vous voyez par exemple Mbappé en train de jouer, c'est un talent, c'est un potentiel qui est en train de produire quelque chose dans sa vie. De la même manière qu'un ingénieur qui a un talent particulier pour dessiner et créer ou construire un bâtiment, ça lui produit quelque chose dans sa vie. Donc on ne peut pas dire que le football ne bénéficie à personne sauf aux footballeurs. Ça bénéficie à plusieurs, ça bénéficie même aux nations. Par exemple, la Coupe du Monde est organisée aux États-Unis, au Mexique. Il y a le tourisme, ça apporte de l'argent, ça apporte plusieurs choses, à part le loisir, à part la joie que ça donne. Là où ça devient un problème, c'est là où, vous savez, la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, l'ennemi vient pour dérober, pour détruire et pour tuer. Ah, donc ça devient un problème parce que ça vide les églises? Non. Ah. Pas dans ce sens. Dans chaque activité, dans chaque domaine où les hommes se rassemblent, où Satan voit qu'il y a l'émotion, il y aura toujours les énergies négatives. Ils vont développer autre chose. Comme le révérend le disait, les gens, il y a déjà de l'idolâtrie dans ces mêmes sports. Et il y a d'autres, le diable va proposer aux d'autres, si vous voulez signer des grands contrats, il faut appartenir à certaines loges. Donc, partout où Dieu a donné un talent qui devait être développé naturellement, il y aura toujours le diable qui viendra derrière et dire, je vois ton aura, je vois que tu as une grande étoile. Mais pour pouvoir avancer avec cette étoile, il va falloir venir dans notre organisation. Mais et toi-même, tu ne te poses pas la question. Ces gens qui convoitent mon étoile et mon aura, qui me l'a donné? Pourquoi je ne me connecte pas à celui qui me l'a donné pour pouvoir avancer? C'est là où maintenant dans le football nous voyons, comme on parlait des énergies, que les sectes profitent pour faire beaucoup de choses. Mais le football naturellement d'abord est quelque chose créé par Dieu qui est bien. C'est pour ça que d'autres ont plus de talent que d'autres pour jouer. Et on les paye mieux. Donc c'est dans ce sens que je voulais avancer. Merci. Merci, docteur Fongoué. Alain Douk, nous parlons bien sûr du football ce matin. Au-delà du sport, une religion et un mystère. Tout ce qui tourne autour du football aujourd'hui, on peut le dire, il y a pas mal de mystères que l'on observe autour de ce sport qui aujourd'hui est assez couru et qui attire un bon nombre de foules. Vos panélistes présentent l'aspect religieux du football parce que nous voyons qu'il y a de plus en plus également dans ce sport quelques éléments qui s'apparentent un tout petit peu à la religion lorsqu'on essaie de retracer. Pour vous, est-ce que le football peut s'apparenter aujourd'hui à la religion et est-ce que le football a beaucoup de mystères qu'on doit percer? Bien, je vais déjà, pour répondre à ta question, prier la régie de mettre un trait d'union entre haut et delà et de doter
l'accent aigu sur le E de Dela. Bon, maintenant je m'occupe du sujet. Bien écoutez, je valide quelque peu, jusqu'à un certain niveau, ce qui a été dit par Todd sur l'origine du football, sauf que ce n'est pas une spécificité africaine. Oui. Todd a raison à quel niveau? Des études archéologiques ont quand même démontré qu'on a fait des exhumations où on a eu des sarcophages et tout avec des ballons de laine, de peau, etc. dans certains sarcophages et des fresques qui ont démontré qu'en réalité, on était là, par là, dans les 2500 ans avant l'ère courante, on avait déjà un certain jeu, qui était un jeu de balle, qui entre dans l'ancestralité du football, même en Égypte antique. Et c'était déjà ce jeu de balle, un jeu rituel, un jeu religieux, pour célébrer la fertilité, pour célébrer un certain nombre de choses dans le cadre des activités de l'Égypte, des activités culturelles de l'Égypte, culturelles et sociales de l'Égypte. Je disais donc que ce n'était pas une spécificité égyptienne, parce que j'ai toujours dit ici qu'il y a une trame civilisationnelle et historique commune à toutes les civilisations de la Terre. Et même quand on parle des mystères, je parle toujours de la trame commune kabbalistique de toutes les civilisations humaines existantes. Je le dis toujours et je le répète. Toi, tu as parlé tout à l'heure de mystique. J'achète, je suis d'accord. Mystique et mystère ont la même racine gréco-romaine. Donc on parle de la même réalité. Parce que si vous voulez comprendre le football pour ce qu'il est, les amis, on rentre d'abord dans son ancestralité. Et son ancestralité est liée au mystère, aux religions mystères. Donc, il faut rentrer dans son antiquité. Et d'ailleurs, même la FIFA ne nie pas cette ancestralité. Quand vous allez sur le site de la FIFA, quand ils vous parlent de l'histoire du football, ils vont rentrer justement à cette ancestralité du football qui se trouve dans le jeu de balle dans un certain nombre de civilisations anciennes. Notamment ici, vous allez remarquer que le plus clair des civilisations, donc il y a l'Égypte, il y a les Grecs, la civilisation grecque elle-même avait son jeu de balle, les Romains de même. Donc il y a une fondamentalement qui est évoquée même par eux. La civilisation, pas la FIFA, j'entends par là, la civilisation mésoaméricaine. Donc allez voir là-bas les Aztèques, les Mayas, ces peuples-là. De l'Amérique, des Amériques. Alors qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est intéressant, parce que lorsque vous allez vous intéresser à ça, et là vous réalisez que vous allez changer totalement votre regard sur le football. Parce que comme je dis, pour comprendre un phénomène, une dynamique, rentrez toujours à la genèse des choses. Ne vous limitez pas à la valeur actuelle de la chose, rentrons dans l'histoire, rentrons dans la genèse de la chose pour comprendre quelle est son identité. C'est vrai qu'on la retrouve en Chine, les Japon ont un jeu de balle, etc., le Kujo en Chine, etc. Mais qu'était-ce vraiment l'activité de balle en question qu'on rend le plus loin possible dans l'histoire de l'humanité? Alors vous allez vous rendre compte que fondamentalement, le jeu de balle qui assure la paternité du football, quand on rentre dans la Mésoamérique, était lié à un culte. C'était une activité rituelle et cultuelle. Alors, on avait ce qui servait de but. Aujourd'hui, vous avez le rectangle qui sert de but. Eux, ils avaient des espèces de cercles qui étaient disposés à l'Orient, pour traduire où le soleil se lève, et en Occident, à l'Ouest. Alors, l'espace, c'était un espace rituel et c'était même une activité divinatoire. Totalement piloté par des prêtres de l'époque. Quand on voulait avoir des réponses sur un sujet, ou qu'on consultait des dieux pour avoir leur position sur un sujet ou sur une réalité sociale ou religieuse ou culturelle. Alors, les équipes qui s'affrontaient, vous allez remarquer que déjà, l'aire de jeu, symboliquement représentait la terre sur laquelle nous sommes, et la terre qui se trouve donc entre deux réalités religieuses ou spirituelles, entre le monde d'en haut et puis entre le monde des enfers. Donc, les joueurs donc, étaient donc représentatifs sur le plan symbolique de l'humanité et notamment la terre sur laquelle il se trouvait l'aire de jeu. Alors, lorsqu'on voulait donc questionner les dieux sur un sujet, on questionnait donc au travers donc, de ce jeu rituel-là. Il faut bien que les gens le comprennent. Donc aujourd'hui,
Todd le sait, il y a des gens qui font de la divination, on jette des coris, on fait ci, on consulte. Voilà. Donc, c'était la même chose. Le football, à l'origine, au travers de son ancêtre, c'était une activité divinatoire, une activité rituelle, une activité liée au Dieu de ces civilisations en question. Le ballon en lui-même, dans sa forme circulaire, Oui. le ballon représentait quoi? Le ballon représentait l'astre solaire, qui a toujours occupé, dans le plus clair des mystères anciens, une place centrale. Ou alors comme étant même, carrément pour certaines civilisations, comme la représentation même du visage même de la divinité. Donc, le ballon, c'était ça. Et le jeu, avec le ballon dans l'air de jeu, représentait les circonvolutions du soleil, en réalité. Au travers de l'activité que menaient les joueurs avec le ballon en question. Donc vous voyez, donc on a les cieux, on a la terre où les acteurs se déploient, on a le monde des enfers en dessous, et puis on a les circonvolutions du soleil. C'est totalement lié au mystère, c'était totalement religieux. Si on a déjà ça en tête, on comprend que par la suite, même s'il y a eu un autre développement par rapport au sport en question, son matériel génétique historique nous renseigne déjà sur les allégeances auxquelles le sport en question est lié. Donc, je ne sais pas si je dois m'arrêter là pour le premier jet, mais c'est déjà au moins ça. Le football, dans son histoire, n'est pas une activité sportive neutre. Maintenant, si je me déploie, quand je sors de ce cadre-là, bon, je vais d'abord y rester un tout petit peu. Est-ce que vous savez qu'en réalité, comme tout culte de l'époque, à l'époque antique, c'était aussi sacrificiel. C'est-à-dire que, au terme donc de la confrontation sur l'aire de jeu, une des équipes était offerte en sacrifice sanglant. Notamment en Mésoamérique, chez les Aztèques, les Mayas, etc. C'est-à-dire que, au terme de la confrontation, soit l'équipe qui avait perdu était totalement sacrifiée parce que c'était des civilisations assez brutales et sanglantes à ce niveau-là. Et on ne voyait pas ça comme quelque chose de péjoratif parce que c'était une rétribution des dieux pour les instructions, appelons ça comme ça, ou les informations qui auront été données sur le plan divinatoire au cours de la confrontation. Le vainqueur même pouvait aussi voir le chef de file de l'équipe être sacrifié pour rétribuer les dieux. Et ça n'avait absolument rien de péjoratif. Alors, quand c'est aussi sanglant, on pourrait se poser des questions. Est-ce que c'est sain, avec thé ou sans thé? Maintenant, c'est à chacun d'apprécier. Maintenant, quand on voit la dynamique qui a permis par la suite la codification du sport et une appropriation sociale beaucoup plus large. Là, on revient notamment au 19e siècle. Au 19e siècle, lorsque nous sommes en Angleterre, où a été codifié le football au travers de ce qu'ils ont appelé Law of the Game. Law of the Game qui peut être considéré comme quoi? Les 13 commandements, les 13 lois du football de cette époque-là, quand ils ont fini de codifier le football. Alors, c'était où? Posons-nous la question. C'était quand même à la Freemason Tavern, en Angleterre, à Londres. Est-ce que le fait qu'on ait codifié le football moderne pour la première fois à la Freemason Tavern, à Londres, est une information de moindre importance, qui n'a rien à nous dire? Si on veut avoir une belle intelligence de ce qu'est le football en réalité en tant que sport aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une information anodine. Si on nous dit que justement, c'est à la Freemason Tavern. Il faut traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Oui, la taverne des francs-maçons. C'est ce que c'est là-dessus. Voilà. Alors, quand quelque chose donc sort de la taverne des francs-maçons, on se pose quand même un certain nombre de questions. Et vous allez voir que des informations qu'on a, oui, justement, il y a une surreprésentation franc-maçonne dans l'activité footballistique, même déjà en Angleterre. Hein? Est-ce que vous savez que l'Écosse à une époque était appelée de Freemason, son équipe de football, Freemason Team, etc. Donc, il y a une surreprésentation franc-maçonne dans les différentes équipes, leurs promoteurs, etc. Toujours est-il que les codes, l'aire de jeu, quand ça a été codifié, pourquoi c'est un rectangle? Pourquoi les gens ne se posent pas des bonnes questions? Pourquoi c'est un rectangle? Est-ce que vous savez que l'une des géométries fondamentales, les gens ne voient que le triangle par exemple, hein, le losange, le carré, comme figure de proue de la représentation symbolique, hein, du symbolisme maçonnique. Mais en réalité, le rectangle aussi fait partie
des figures géométriques fondamentales de la maçonnerie. Mais les gens ne questionnent jamais ça. Pourquoi on a 2 équipes avec un effectif d'11 pour chacune des équipes? Pourquoi les gens ne questionnent pas cette numérologie? Or, le 11, c'est une numérologie fondamentale dans l'occulte et dans la franc-maçonnerie. Et là, si vous rentrez dans les réalités bibliques, vous allez comprendre pourquoi, sur le plan symbolique, on a un 11 entrant. Vous savez, vous connaissez la prophétie de Daniel dans la Bible, où on parle d'une bête qui a 10 cornes, et certaines vont commencer à tomber. Il y a donc une qu'on décrit comme étant la petite corne qui va venir et va renverser 3 cornes sur les 10. Bon, si on ne considère pas que certaines les trois des cornes sont tombées, vous voyez que la petite corne qui s'élève, en réalité, sur le total des 10 cornes qui étaient présentes, quand on fait une sommation, ça fait 11. Ça fait 11 cornes. D'accord. Donc la symbolique donc, du 11 en question, c'est la symbolique, en réalité, mystique de la rébellion. Il faut que les gens le comprennent ainsi. De l'excentricité par rapport à la voie de la lumière et de la vérité qui est établie. Oui. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que tout ce qui a été codifié là, non, c'est innocent. Le fait qu'on ait choisi telle forme géométrique, le fait qu'on ait choisi tel nombre pour avoir le nombre d'acteurs sur l'aire de jeu, etc. Non. Alain, donc, pour le prochain, j'ai gardé nous encore de belles explications. Nous prenons donc les réactions de nos téléspectateurs qui s'intéressent également à ce thème ce matin. Tout d'abord, cette réaction qui nous vient de Marc depuis Doha, qui nous suit attentivement. Le football a recours à une forme de pensée magique particulièrement ancrée dans les traditions sportives locales, que ce soit en Europe ou en Afrique. Les joueurs et les staffs techniques font souvent appel à des pratiques mystiques, spirituelles ou spiritueuses pour conjurer le sort et s'assurer la victoire. Tous les sports sont importants. Le président Biya avait dit qu'il n'y a pas de sport mineur ou majeur. Alors, merci donc à ce frère qui nous regarde depuis Doha ce matin et qui participe activement à cette émission. Il s'agit bel et bien de Marc. Il n'existe pas un monde pour les bons et un autre monde pour les mauvais. Argent, téléphone, avions, médicaments, vêtements, les sports et musique sont certainement produits par les cercles ésotériques. Cela n'empêche pas aux Africains fondamentaux et aux religieux de s'en imprégner. La naïveté est-elle un défaut ou une qualité? Gaël de Yaoundé nous écrit ce matin. Merci à Gaël qui participe à cette émission. Un autre message. Bonjour, nous reviendrons sur cette dénonciation plus tard. On va tout d'abord l'exploiter. Nous avons une autre réaction pour parler du sport. Bonjour le panel, s'il vous plaît, besoin du contact de monsieur Alain Douk. C'est un homme qui veut le contact. Il a pris le soin de préciser. Vous aurez le contact à la fin de l'émission. Merci encore. Le football est un sport qui est inné, mais pour arriver au sommet, il faut débourser plusieurs énergies négatives. TVB, tu sais, pour signer un contrat maintenant, on te demande de faire plusieurs pratiques. Bon, ça, je ne sais pas. Et si tu refuses même, si tu es bon, comme Dr Toth dans le pillonnage, tu n'y peux rien. Voilà. Merci à ce panéliste qui répond. Dans le quoi? Dans le pillonnage. Le pilonnage. Ah, le pillonnage, c'est ce qu'il Il m'a testé. Il te teste? Il t'a déjà testé? Ou tu as testé Ou bien il m'a vu en action quelque part. Le pilonner. Merci beaucoup. Bonjour, je viens pour une dénonciation. Le jeune Camerounais Élysée, on reviendra sur cette dénonciation tout à l'heure. Bonjour à vous. Pour moi, le football ne développe pas un pays. Mettons-nous juste au travail. Merci. J'aime le monsieur en Gandoura, posé et très calme. Bonne journée à vous de la part de Jack. Merci beaucoup, Jack. On nous dit qu'il y a un Camerounais qui est en Côte d'Ivoire et qui a des problèmes. Je pense qu'on va analyser cette situation plus tard. Merci encore à nos téléspectateurs qui
nous envoient des messages ce matin. Il y en a qui reviennent avec des réactions sur la dénonciation. Je pense que nous sommes passés dessus. Alors, Dr Todt, hein, nous sommes toujours dans cette dynamique. On parle bien sûr de ces mystères qui tournent autour du football. Vous avez d'entrée de jeu présenté un développement. Il y a certains de nos téléspectateurs qui nous font savoir que pour devenir un très grand joueur, il faut passer par certaines pratiques. Bon, de toutes les façons, il faut savoir que depuis qu'on a organisé les grandes rencontres de football, depuis les périodes où on a commencé à organiser les grandes rencontres, bon, c'est vrai que ça remonte à l'Égypte antique, à la Grèce antique, les Jeux olympiques et autres. Cela cache effectivement de la mystique derrière, comme j'ai commencé à l'énoncer au début. Il faut comprendre qu'on peut lire le football, comme Alain Douk le présentait, que bon, mais est-ce qu'il jouait avec les pieds? Est-ce qu'il jouait avec les mains? Parce que le handball, c'est toujours balle, tout ça. Et s'il faut regarder l'arc circulaire, c'est le basketball, où il faut mettre le truc dans l'anneau et autres. Donc il faut essayer de relativiser ça, parce qu'il y a plusieurs sports qui sont nés à partir d'un seul sport du ballon, qui peut être le tennis, qui peut être le football, le handball, le volleyball et autres. Il est vrai qu'on peut expliquer cela en rapport avec les cycles de la Terre, de rotation de la Terre, les cycles de la Lune, qui sont mensuels, et les cycles solaires, qui sont annuels. On peut expliquer ça à travers le passage des jours et des nuits. Et on peut entrer dans un symbolisme ésotérique, certes. Mais il faut que ceux qui nous écoutent comprennent ce qui est caché derrière ça. À part la distraction, je n'ai pas dit que le football est totalement inutile. J'ai dit oui, si c'est pour la... Mais une distraction qui finit par les bagarres, une distraction qui finit par les fractures, par des blessures graves, parfois pour toute une vie, une distraction qui finit par les assassinats. Vous connaissez combien de personnes sont déjà mortes dans les stades de football à cause des bousculades, des bagarres et autres. Vous connaissez combien de personnes sont tuées dans les quartiers parce que l'équipe adverse a gagné et que vous êtes de tel pays ou de telle variété biologique, soit vous êtes noir, soit vous êtes blanc ou arabe. Vous connaissez combien de personnes meurent derrière ça? Si c'est vraiment un sport utile, comme la natation, je n'ai pas encore vu les gens qui sont en train de compétir pour la natation finir par la bagarre. Curieusement. Vous insistez sur la natation? Bien sûr. Je n'ai pas encore vu ceux qui sont en train de courir, faire la vitesse, finir par la bagarre. Pourquoi c'est seulement pendant le football qu'il y a les bagarres et il y a les tueries? Les gens ne se posent pas les questions. Il y a donc un mélange de deux émissions d'énergie. Il y a l'énergie de joie, l'allégresse qui est dégagée. Et il y a l'énergie de colère. Les deux énergies fusionnées profitent à qui? Aux ésotéristes. Ils ne viennent pas seulement profiter au niveau des stades. Ils ont aussi élaboré une industrie de quoi? De vol d'énergie. Et ce vol d'énergie se passe où? À travers les ordres ésotériques, la franc-maçonnerie. Et c'est d'ailleurs ce à quoi fait allusion notre téléspectateur. Tu aurais beau naître avec beaucoup de talent. On observe ça aujourd'hui, même dans les services administratifs. Peu importe ton degré de culture, ton degré de maîtrise du domaine, tes compétences supérieures, on va te dire qu'il y a des milliers comme toi. Tu vas montrer que tu es plus compétent que qui? Voilà la condition pour que tu puisses être admis. Donc, que ce soit dans nos administrations, que ce soit dans les concours d'élection Miss, tu es plus belle que qui? Voilà la condition. Il faut aller voir le manager. Il te pilonne et ensuite, il te passe. Non, je suis en train de montrer cette nébuleuse. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne doit pas seulement voir ça dans le football. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec le football. Vous croyez que ce qu'on présente à la télé comme meilleur joueur, meilleur dribbleur, vous êtes allé dans les quartiers pour voir les vrais talents? Non. Quand ils arrivent dans les quartiers, ils voient le talent. Et lui, il ne voit pas le talent. Il voit le potentiel d'énergie.
Parce que ce sont des prédateurs. Il dit que voilà quelqu'un qui a une étoile qui rayonne. Son énergie là, si je m'en approprie, ça va me propulser plus haut. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de se blinder. Parce que tout le monde est proie. Donc, on a donc une industrie sportive qui est pilotée par les francs-maçons en arrière. Et la condition, c'est pour pouvoir évoluer jusqu'au, je vais dire, au stade supérieur, c'est-à-dire vraiment entrer, livrer les grands championnats, être admissible aux Jeux Olympiques, être admissible à la Coupe du Monde, être admissible à la CAN et autres. Il y a des conditions. Donc, certains font quoi? Ils mélangent maintenant la mystique qu'on parle enseigner dans les temples maçonniques avec la mystique africaine. Parce qu'ils disent qu'eux aussi veulent devenir les léopards, les araignées. Que quand il est au goal, même si on tire comment ça n'entre pas. Lui, il est l'araignée. Il y a même certains goalkeepers qu'on appelait ici au pays l'araignée. Je ne vais pas donner le nom. Et vous voyez aussi, chaque équipe a un totem. Le totem du Cameroun, c'est quoi? C'est le lion. Les lions indomptables. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Les panthères de ceci. Les coqs de la France. Tu vois, ce sont les totems. Donc il y a aussi de la mystique, une mystique très approfondie derrière. Et maintenant, le jeu se passe comment? Dans ce jeu, il faut qu'on soit capable de percer tes barrières. C'est la guerre, c'est pas le jeu. Les gens disent que c'est un sport utile, c'est la guerre. Il faut beaucoup de tactique, beaucoup de mathématiques. Non seulement quand je dis percer le camp adverse, il y a de la mystique derrière. Donc tu crois que tu tires, le gardien était de l'autre côté là-bas, tu tires. Qu'est-ce qui le propulse jusqu'à il arrive? Et pourquoi il ne fait pas ça dans tous les matchs? C'est la détente. Oui, c'est la détente. Mais pourquoi dans tous les matchs, il ne fait pas la même chose? Parce qu'avant ce match, il s'est certainement bien préparé. Justement, il se prépare toujours bien. Mais il n'a pas les mêmes performances tous les jours. Vous ne vous posez jamais la question. Donc, il y a quelque chose de derrière, qui se passe derrière. Et vous allez constater qu'il y a donc un temps d'apogée où tu montes, soit pendant 2 ou 3 ans, et un temps où on te dit ton temps est arrivé, c'était bon pour toi. Regardez l'équipe d'Espagne entre 2006 jusqu'à 2012. Mais c'était des gars imbattables. Mais où est parti le pouvoir de l'Espagne? C'est parce que la franc-maçonnerie a décidé qu'à cette période, le pouvoir devait revenir à l'Espagne. Et ils partagent. Non, c'est une réalité. Nous voyons juste le jeu. J'ai dit, l'Espagne a les mêmes championnats toutes les années, non? Ils ont l'argent pour sponsoriser les équipes. Il y a des nouveaux talents qui naissent. Pourquoi ils n'ont pas les mêmes performances? Pourquoi c'est pendant une période où ils sont à l'apogée et pendant un temps, ils disparaissent pendant 10 ans? On a vu le cas avec l'Italie, on a vu le cas avec le Brésil, on a vu le cas avec l'Argentine. Donc ça pose un réel problème. Il y a donc une répartition des responsabilités. Aujourd'hui, le démon, l'entité du football, consensuellement, on l'installe soit en France, soit en Angleterre, soit au Cameroun. Pour que ça soit installé au Cameroun, il faut un problème. Il faut que, en réalité, le Cameroun entre aussi dans une organisation mystique qui va concurrencer l'organisation maçonnique. Parce que la franc-maçonnerie est fondamentalement contre le peuple, les Noirs. C'est la raison pour laquelle les Noirs n'occupent pas les hauts grades dans la franc-maçonnerie. Ceux qui ont élaboré la franc-maçonnerie, ce sont les Hébreux, les Juifs, les Kabbalistes. Et ce sont ces mêmes gens qui ont combattu Pharaon, qui ont combattu les Noirs. Donc, quand on entre déjà dans une organisation comme celle-là, on est déjà affaibli, amoindri, parce que nous sommes déjà contre notre propre égrégore naturel. Pour que le Cameroun puisse faire quelque chose, il faut que tous les mystiques, les vrais, se détachent d'abord de ces ordres ésotériques étrangers, se détachent des religions étrangères, pour reconstituer la vraie force africaine, sur la base des totems africains. Mais tant que nous sommes incorporés dans leur univers, et nous voulons les combattre à l'intérieur de leur univers, ce n'est pas possible. C'est comme aller à prendre à un Chinois, mettre du tai chi, le tai chi. Alors que c'est lui qui doit nous enseigner ça. Notre lion n'est pas suffisant. Voilà. Donc le lion là, c'est un lion du folklore. Merci. C'est pas un vrai lion. Merci. Le vrai lion doit être un lion enraciné dans la mystique africaine. Et vous allez constater, je chute par là, que pendant les matchs de football, comme on voit souvent sur nos stades ici, on invite les prêtres, les pasteurs avec les mystiques. On dit que, comme on va
jouer contre l'équipe du Maroc ou l'équipe de l'Égypte là. Il faut que le Seigneur Yahweh, avec son fils Jésus, va au secours du Cameroun. Mais je me pose toujours une question, c'est que si le Dieu de la Bible est vraiment le vrai Dieu de tous les peuples, pourquoi devrait-il favoriser la victoire d'une équipe au détriment de l'autre équipe? De la même question que je me pose pendant une confrontation en ce qui concerne la guerre sur le terrain. Pourquoi Dieu favoriserait-il un peuple qui part combattre un autre pour vaincre et tuer les autres? Dieu n'est pas dans tout ça. Ce sont les affaires des hommes. Il est seulement la natation? Pardon? Il n'est nulle part dans tout ça. D'accord. Le vrai Dieu a donné à l'homme l'intelligence, la force, le discernement, et la connaissance pour gérer ses propres problèmes. Dieu n'est pas là derrière nous pour courir derrière les matchs, courir derrière les batailles sur le terrain, chasser les démons tous les jours. Nous avons ce potentiel à nous. Et sachons user de notre potentiel. Révérend Guy